Bienvenue sur CLTV pour la semaine de l'économie. Nous déclinons chaque jour avec nos experts et nos invités une question, un défi pour l'économie charentaise. Au menu donc des échanges, de l'analyse et du décryptage, mais également du partage d'expériences. Aujourd'hui, nous entamons la semaine autour de la question des risques que doit affronter l'économie locale au sortir, on le sait, de la crise sanitaire et face au surcoût notamment de l'énergie. Pour bien comprendre, nous accompagne aujourd'hui notre expert Catherine Galvez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice du Crédit Agricole Charente-Périgord. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour également à deux chefs d'entreprise qui sont à nos côtés. Monsieur Antoine Pontaillé, vous êtes PDG de Next Emballage. Bonjour. Bonjour. Et monsieur Nicolas Baudard, PDG de la CEPAP pour Compagnie Européenne de Papeterie. Bonjour. Bonjour à vous. Je me tourne vers vous, Catherine Galvez. On va commencer un petit peu avec un panorama de l'économie charentaise. Alors, comment se portent aujourd'hui les 7500 entreprises que vous accompagnez sur le territoire ? Alors d'abord, je voudrais rappeler que le Crédit Agricole Charente-Périgord accompagne environ 60% des entreprises de nos départements de Charente et de Dordogne. Et ce rôle nous permet d'avoir une vision assez large de l'économie de nos départements et de la santé des entreprises. Et donc moi j'ai une vision plutôt positive de l'évolution des entreprises de cette année 2022 qui est quand même assez singulière, et je voudrais revenir sur une année qui a vraiment été coupée en deux grandes parties. Un premier semestre très positif, soutenu par le rebond post-Covid, une croissance assez dynamique et également des mesures budgétaires qui ont permis d'atténuer l'effet hausse des prix. Et ensuite, à partir de l'été, là, l'économie de la zone euro et l'économie française a plutôt basculé sous un environnement beaucoup plus contraint, notamment avec la persistance de la guerre et du conflit russo-ukrainien, la crise énergétique qu'il a occasionnée et un contexte aussi d'inflation qui est resté assez soutenu. Malgré cela, j'observe que les entrepreneurs de notre département, ils ont su s'adapter. Ils ont continué à avoir des projets. Bien sûr, ils ont revu leurs projets en tenant compte de cette nouvelle donne, mais ils ont continué à investir. Donc cette dynamique de l'investissement, vous le disiez, est soutenue. Les chefs d'entreprise viennent vers vous, ils ont des projets, plein de choses dans leur carton encore. Tout à fait. On a vraiment une demande de financement qui est restée très soutenue tout au long de cette année 2022. Pour vous donner quelques chiffres, le Crédit Agricole Charente-Périgord, à la fin de 2022, nous aurons réalisé 2 milliards, un petit peu plus de 2 milliards de crédits, c'est-à-dire 2 milliards injectés dans l'économie régionale, dont 500 millions pour les entreprises. Et à ce chiffre de 500 millions, il faut aussi rajouter l'investissement des professionnels et des agriculteurs qui est resté soutenu dans notre région. Ce chiffre, pour nous, il est historique. On ne l'avait jamais réalisé, donc il témoigne de cette dynamique de l'économie régionale. Et puis je rajouterai aussi qu'en termes de contexte de risque, eh bien, nos indicateurs de risque, ils sont aujourd'hui bien meilleurs que ceux qu'ils étaient en 2018, avant la période Covid. Donc c'est un petit peu paradoxal peut-être. Ressentez-vous aujourd'hui les préoccupations des entreprises concernant ces fameux coûts de l'énergie qui explosent ? On l'entendra tout à l'heure avec nos chefs d'entreprise présents. Alors bien sûr, la question de l'énergie aujourd'hui, elle est centrale dans toutes les conversations, le dialogue que nous avons avec les chefs d'entreprise. La question énergétique revient au premier plan sous trois préoccupations. D'abord, une préoccupation de coût, avec le renchérissement du coût de l'énergie. Une deuxième préoccupation qui est par rapport au risque de pénurie et de rupture intempestive ou programmée. Et puis ensuite, le troisième angle de vue, c'est la volonté de répondre à l'urgence climatique et de trouver des énergies de substitution. Donc ce que j'observe moi dans les comportements des entreprises, ils vont vraiment sous deux angles. D'abord la recherche de plus de sobriété. Et donc, ils adaptent la gestion de leur entreprise et la gestion aussi de leurs outils de production. Et ensuite, d'un autre côté, on a une demande d'investissement, d'innovation dans la recherche d'énergie de substitution beaucoup plus positive pour l'environnement. Et on a aussi, nous accompagnons de plus en plus des projets d'autoconsommation qui tournent autour du photovoltaïque, particulièrement présent dans notre région. Est-ce que vous estimez par exemple que la crise elle a un effet d'accélérateur ? On le dit souvent peut-être sur ces changements.
Oui, bien sûr. Je pense qu'en 2021, nous n'avions pas ces préoccupations, même au début du premier semestre 2022. Là, il y a vraiment une accélération que j'ai rarement observée. Alors, est-ce qu'on peut peut-être faire un point sur ce fameux PGE dont on parle encore beaucoup et de son remboursement dont il est question également pour les entreprises. Qu'en est-il du côté du Crédit Agricole sur ces Alors, ces je PGE? rappellerai que le PGE, c'est quand même a été un formidable dispositif pour aider les entreprises à enjamber la crise et ensuite pour leur permettre de disposer de marge de manœuvre à l'issue de la période Covid. Bon. Donc après, il y a eu des fantasmes autour du fait que c'est un dispositif qui pèse sur l'endettement des entreprises. Et les entreprises françaises sont considérées comme étant quand même des entreprises plus endettées que d'autres à l'échelle européenne. Et puis, il y a aussi ce risque par rapport à l'engagement de l'État qui garantit 90% de ces crédits. Au Crédit Agricole Charente-Périgord, au total, depuis le printemps 2020, nous avons consenti 308 millions de financement PGE, avec le PGE sous sa forme initiale, le PGE saison ou plus récemment le PGE résilience. Bon. Aujourd'hui, 31% de ces montants, ils ont été remboursés par anticipation. Et 24% ont été déjà amortis. Et ce qui reste, donc plus de 160 millions là, sur nos 2 départements, eh bien, les clients ont choisi de les échelonner, de les amortir sur 6 ans. Donc en fait, ces remboursements, ils vont se faire progressivement sur les 6 prochaines années. On n'a pas de mur de dette auquel vont être confrontées les entreprises, ça ne va pas être le cas. Et sur le plan du risque, aujourd'hui, nous avons à peu près 7% de ces PGE qui rencontrent une difficulté. Alors bien sûr, actuellement, on a une certaine pression et ce chiffre progresse légèrement, mais la situation, elle reste quand même sous contrôle. Donc c'est pas un point d'affolement pour vous, vous êtes plutôt... Aujourd'hui, avec les chiffres que je viens de vous citer, la situation, elle n'est pas du tout préoccupante. Bon, pour autant, ça c'était la photo un peu globale, il peut y avoir des situations individuelles plus complexes qui sont liées à certains marchés ou à certaines problématiques de gestion. Eh bien, ces clients-là, nous les accompagnons en proximité avec les chefs d'entreprise pour les aider à retrouver la solution la plus adaptée à leur situation, et ces solutions, elles existent. Et en faisant ça, nous agissons, c'est notre responsabilité de le faire, et nous le faisons aussi sans avoir du tout modifié notre politique d'octroi ni notre politique de gestion des risques. Nous n'avons pas resserré nos dispositifs à ce jour, et nous ne le ferons pas. Et justement, quelle est un petit peu, selon vous, l'importance ou le poids du facteur psychologique aujourd'hui dans les décisions d'investissement de la part des entreprises, dans ce climat, on le sait, un petit peu incertain, et justement, comment le Crédit Agricole Charente-Périgord accompagne les entreprises en ce sens? Alors, le facteur psychologique, il est majeur, mais moi je parlerai surtout de confiance, parce que l'économie, elle fonctionne et elle génère de la croissance si les acteurs économiques et les chefs d'entreprise, ils ont confiance. Confiance en l'avenir, confiance en leur propre capacité d'adaptation, de rebond, et à la capacité aussi collective à se transformer. Et moi, j'observe que les chefs d'entreprise aujourd'hui de Charente, eh bien, ils démontrent cette capacité d'adaptation, de résilience, ils prennent des initiatives pour modifier leur outil de production, pour innover. Donc nous savons que 2023, ça va être une année un peu compliquée, et notamment que le contexte de coût va peser sur les capacités bénéficiaires des entreprises. Mais pour autant, nous, on reste confiants, notamment parce que les perspectives 2024, elles restent positives, avec des indicateurs de croissance qui seront à la hausse par rapport à 2023, ou qui s'annoncent avec une dynamique de croissance inférieure à 1%. Et on sait aussi que l'inflation, même si elle est plus importante que ce que nous avons connu sur les années précédentes, elle sera moindre que ce que nous avons là en situation à court terme. Donc on est plutôt confiant, et d'autant plus que même si à court terme l'horizon il est opaque et un peu volatile, les entreprises, elles ont toutes construit des stratégies et des visions moyen-long terme qui leur permettent de tenir la barre. Et cette capacité à voir loin et à se fixer un cap, ça aide à passer des périodes plus difficiles comme celle-ci. Voilà. Puis ensuite, sur l'accompagnement, vous me posez la question sur l'accompagnement du Crédit Agricole Charente-Périgord. Bon, on aura 2 exemples, mais nous avons adapté aussi nos compétences.
Nous avons recruté des experts en énergie. Alors ce ne sont pas du tout des banquiers au départ, mais ça nous permet de conseiller nos clients dans les montages sur la transition énergétique, sur l'autoconsommation aussi davantage. Et ça permet aussi d'avoir une réponse beaucoup plus adaptée à la réalité. Et puis sur la situation d'entreprise plus en difficulté compte tenu du contexte, ça c'est notre métier, on l'a toujours fait. La Charente a connu des cycles économiques aussi divers et variés et on a toujours été un partenaire de confiance et un partenaire de long terme. Alors justement, je vais me tourner à présent vers les deux chefs d'entreprise présents en plateau avec nous. Donc Monsieur Antoine Pontaillet, donc je le disais, vous êtes PDG de Next Emballage et vous êtes aussi, vous avez des projets, un projet d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots le cœur de votre activité pour bien comprendre? Donc je suis le président du groupe Next qui a 3 sites industriels en France. Un à Nersac, le principal, un à Mur-de-Sologne, à côté de Romorantin, et le 3e à côté de Chambéry. L'activité principale est centrée autour de l'emballage. Donc, et on est, comme beaucoup utilisant des matériaux plastiques, victime, depuis la sortie de la crise sanitaire, du plastic bashing. Ceci étant, nos clients ont besoin de mettre leurs produits sur les linéaires de la grande distribution. Et pour cela, ils ont besoin d'emballage, quoi qu'il arrive, quelle que soit la nature des emballages. Et en l'occurrence, le plastique a une vertu, c'est de protéger les produits, y compris avec de la réinjection de gaz, pour permettre aux produits d'être consommables dans une durée donnée. Donc c'est un produit absolument essentiel. Donc vous avez une problématique sur vos matières premières, je crois. Alors les matières premières, aujourd'hui, la particularité, c'est qu'elles sont produites un peu partout sur le territoire européen, mais pas en France. Donc nos fournisseurs les plus proches se trouvent à 1300 km et le plus éloigné est à 2700 km. Donc en coût de transport Absolument. Et quand on regarde justement la cartographie de ces fournisseurs, immédiatement on se dit les coûts de transport ou tous les coûts logistiques, tout ce qui est interface logistique entre le fournisseur et nous, représente un montant annuel d'à peu près 600 à 700 000 euros et ne profite ni aux fournisseurs, ni à nous-mêmes, ni à nos clients. Donc le projet qui va être implanté sur Nersac vise à produire la matière première à partir de granulés, donc un procédé qu'on appelle l'extrusion, en implantant 30 000 tonnes de capacité par tranche de 10 000 tonnes. 10 000 tonnes dans un premier temps, 20 000 en backup et 10 000 ensuite supplémentaires pour viser aussi les marchés de proximité qui sont les marchés espagnols et portugais. Ça permettrait ainsi d'effacer complètement les coûts logistiques entre l'amont et l'aval et surtout de réintégrer, puisque lorsque l'on fait du thermoformage, on produit des sous-produits qu'on appelle des scraps, qui sont en fait des chutes de production que l'on broie et que l'on réintroduit dans la matière première. Là, ce cycle pourra se produire entièrement sur le même site. Donc on voit que là aussi, les coûts logistiques qui consistent à promener sur le territoire européen les scraps en question pour les réintroduire dans la matière se font à ce moment-là en boucle courte et permettent justement une meilleure compétitivité. Donc il y a aussi, j'imagine, des projets d'embauche, de recrutement pour faire tourner cette Alors en général, cette quand on dit quand le bâtiment va, tout va, ça fait appel au fait que justement, quand l'activité se porte bien, les emplois suivent. Et en tant qu'ancien président de Réseau Entreprendre, c'est André Muliez qui avait dit « Pour créer des emplois, il faut créer des employeurs ». Voilà, donc on va commencer par le commencement. Créons d'abord des employeurs qui investissent et ensuite on créera des emplois. C'est typiquement le cas lorsqu'il y a un projet d'investissement de cette nature qui, aujourd'hui, dans la volumétrie, se situe entre 15 et 20 millions d'euros. Il y aura forcément des emplois à la clé. Et justement, simplement en quelques mots, la conjoncture actuelle, à aucun moment n'a remis en question ce projet. Catherine Galvez a dit une chose
qui me paraît extrêmement importante. Les entreprises ne fonctionnent pas de façon capricieuse, au gré, elles ne se comportent pas comme un fétu de paille porté par les flots. Elles se projettent et ont des plans un peu structurés sur des périodes de moyen et long terme. Et en fait, seule cette vision long terme permet d'effacer les heurts ou malheurs du moment. Donc tout projet d'investissement se situe dans un horizon long, et lorsqu'on parle de 15 à 20 millions d'euros d'investissement, il faut concevoir que ce sont à la fois des aspects bâtiments, des aspects matériels, des aspects embauche, et que tout ça, il faut l'anticiper. Donc on ne peut pas, pour revenir à cette notion de caprice, on ne peut pas décider un jour d'investir, le lendemain d'arrêter, et de réanimer la flamme le cas échéant. Il faut avoir une ligne claire à suivre, et la suivre avec le maximum d'opiniâtreté et de constance. Alors, à vos côtés, Nicolas Baudard, qui a aussi une vision de ce que vont être les mois à venir pour la CEPAP. Donc, rappelez-nous également, Monsieur Baudard, un petit peu le cœur de votre activité, et puis donc ce projet également dans les cartons chez la CEPAP. Tout à fait, merci. Oui, effectivement, donc je suis Nicolas Baudard, le PDG de la CEPAP, la compagnie européenne de papeterie, qui en France est plus connue sous le nom de la marque La Couronne. Nous sommes aujourd'hui le premier fabricant et imprimeur français d'enveloppes et pochettes. Un secteur très particulier, puisque depuis maintenant 12 ans, nous vivons chaque année une érosion d'environ 8% de nos volumes. Pour vous donner un chiffre, le marché européen de l'enveloppe était de 93 milliards il y a 12 ans. Aujourd'hui, il est de 43 milliards. Ce qui fait que l'entreprise, elle n'a fait qu'une chose depuis 10 ans, c'est de s'adapter à son marché, avec sa structure, l'adapter et continuer à fabriquer et livrer ses clients. La Covid a été pour nous une période de réflexion, de vouloir rebondir dans nos métiers, et notamment dans l'emballage, dans le e-commerce et la protection emballage. Donc avec le soutien du Crédit Agricole Charente-Périgord, on a mené une réflexion avec un parcours collaboratif autour de la diversification pour entrer sur un marché où, pour vous donner quelques chiffres, aujourd'hui dans le e-commerce, la protection et l'emballage, 65% des envois sont sur des objets de moins de 450 grammes. Or, qu'est-ce qui se passe? Le consommateur, l'entreprise a le choix entre deux types de produits, deux grands types de produits, ou des pochettes, comme on pourrait le voir ici, en bulles plastique, ou une boîte carton. Or, tous les jours, vous recevez des boîtes carton, il y a un tout petit objet pour un grand emballage. Donc on a réfléchi autour de ça, c'est comment nous, dans notre métier, adapter le papier à ce type d'emballage. Donc on a un projet qui est de lancer une gamme dans ce qu'on appelle la pochette bulle papier. Quelques illustrations ici de bulles papier qui ont vocation pour répondre à ce type de demande, et surtout d'imprimer, de fabriquer ces mêmes produits avec ce qu'on appelle des soufflets pour adapter parfaitement le contenu au contenant. Donc là, vous êtes vraiment dans l'innovation. Tout à fait, tout à fait. Donc cette machine qui porte sur un investissement de plus de 1,5 million d'euros dans notre industrie, donc est un investissement important et soutenu par notamment le Crédit Agricole Charente-Périgord, va nous permettre de l'année 2023 l'avoir sous un autre, je dirais, sous un autre regard. Et dès juin 2023, espérons commencer à doubler ou tripler notre investissement dans ce qu'on appelle le light packaging, c'est-à-dire ce type d'emballage dans l'univers du zéro plastique. Non pas pour faire du plastic bashing, mais pour rebondir dans la protection et emballage au-delà du courrier, précisant que nous aimons et nous fabriquons toujours des enveloppes et des pochettes pour nos clients. Et même question, est-ce que la crise à un moment donné vous a fait vaciller, vous a fait douter sur ce projet, ou a été plutôt un accélérateur? Alors pas du tout, je dirais même qu'on y a mis encore plus d'énergie sur ce dossier, sachant que pour nous, la période Covid, pour vous donner une idée, a été l'équivalent de 2 années d'érosion. Donc effectivement, les organismes bancaires nous ont soutenus pendant cette période. Ça nous a amené à investir dans un parcours collaboratif, comme je vous le disais précédemment, avec 35 collaborateurs de l'entreprise, mais aussi un apport extérieur de conseil et bureau d'études, puisque, pour information, cette machine qui est développée uniquement en Charente, avec des entreprises charentaises, donc c'était quand même un enjeu important, non pas que pour les enveloppes La Couronne, mais aussi pour le bassin industriel autour de Roulet-Saint-Estèphe, où nous sommes
comme la société CEPAP La Couronne. Peut-être juste pour finir avec vous, la question de l'énergie, pour vous, c'est une préoccupation? Alors, je dirais que l'énergie est une préoccupation, mais l'érosion l'était encore plus, la raison de notre métier. Donc, nous adaptons nos temps de travail, notre parc machine et également nos dispositifs d'éclairage pour essayer de pallier à une part importante de ces coûts qui ont été multipliés quasiment par 3 sur l'année 2022. Notre orientation est surtout vers la diversification et un rebond industriel. Madame Galvez, je me tourne vers vous, peut-être en guise de conclusion, quelques mots à l'écoute de ces témoignages, de ces chefs d'entreprise qui restent proactifs. Bien sûr, je trouve que là, on a vraiment 2 exemples qui illustrent parfaitement la capacité d'adaptation à un contexte plus contraint, la force d'innovation. On a vraiment 2 exemples assez majeur, assez prégnant sur cette transformation que les chefs d'entreprise sont capables de conduire, et aussi la vision, l'illustration de la vision d'avenir et la confiance que nous avons dans l'économie régionale et dans l'économie de Charente en particulier. Eh bien, merci à vous d'être venu en plateau sur CLTV pour la semaine de l'économie. C'est donc la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous pour un prochain rendez-vous. À bientôt. Merci.